Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Nouvel an, le président de la République a reçu ce jeudi les vœux de son cabinet. Ministres, conseillers, personnel administratif, inspecteurs généraux ont communié avec le chef de l'État lors d'une cérémonie solennelle pour entamer l'année 2017. La mesure a été annoncée par le président Macky Sall lors de son message à la nation le 31 décembre. La baisse du prix de l'électricité, 10% de moins pour les consommateurs, soit 30 milliards que l'État devra prendre en charge. Quels sont les contours de cette mesure? La commission de régulation du secteur de l'électricité explique. Dans la rubrique économie de ce jeudi, nous évoquons la part des artisans sénégalais dans la commande publique. Quelques 800 millions de francs CFA leur ont été alloués en 2016. Le chef de l'État avait décidé en 2015 de leur attribuer 15% des parts de marché. Le point dans cette édition. Les Lions ont quitté Dakar pour le Congo. Les joueurs d'Aliou Cissé ont tenu une dernière séance d'entraînement à Dakar avant leur départ. L'attaquant Mambiram Diouf a rejoint le groupe. Bonsoir à tous et bienvenue. Présentation de vœux au Palais de la République. Les membres du cabinet du chef de l'État ont présenté leurs vœux au président Macky Sall. De grands moments d'échange et de communion, nous dit Pabiram Biguenyaï. C'est le cabinet présidentiel qui est à l'honneur ce jour à la salle des banquets. Pour cette présentation des vœux, c'est le ministre d'État, Mbaye Ndiaye, qui ouvre le bal des personnalités qui viennent souhaiter leurs meilleurs vœux au président de la République. Il est suivi du directeur du cabinet du chef de l'État, Maître Marioum. Avant le passage de Maxime Jean Simon Ndiaye, secrétaire général de la présidence de la République, accompagné des autres membres de son service. L'inspection générale d'État a aussi présenté ses vœux au chef de l'État. Dans les rangs, on retrouve également les ministres conseillers, les conseillers spéciaux, les conseillers techniques, les chargés de mission, le personnel administratif et technique. Mais il y a aussi le protocole d'État amené par le ministre Bruno Diatta, le médecin général Mbeng, l'aide de camp du président de la République, le gouverneur du palais. Tous ont saisi cette occasion solennelle pour présenter leurs meilleurs vœux au chef de l'État. Le président de la République Macky Sall, qui a ensuite communié avec le personnel de la présidence. Des moments à immortaliser pour la postérité. Et puis cette autre cérémonie de présentation de vœux au ministère de l'économie, des finances et du plan. Les performances réalisées en 2016 permettent de motiver davantage le personnel. Des agents qui se sont distingués pour l'année 2016 ont été honorés. Le reportage d'Aminata Mbengfal. Cette cérémonie de présentation de vœux du cabinet du ministère de l'économie, des finances et du plan a été l'occasion de faire le bilan de l'année 2016. Les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants au regard des performances. L'année 2016, au plan macroéconomique, a été l'année de confirmation et de consolidation de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le taux de croissance reste sur le palier de 6,5% pendant 2 années consécutives, ce qui installe notre économie sur une trajectoire compatible avec l'objectif d'émergence et d'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises par la création de richesses. Ainsi, l'année 2016 se termine sur de bonnes auspices, avec la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et une inflation maîtrisée, un déficit des finances publiques et de la balance des paiements en baisse vers les seuils communautaires fixés à l'horizon 2019 dans le cadre de la convergence des économies de l'UEMOA. Des résultats qui ont valu à ce département d'être classé 2e ministère de l'économie et des finances le plus performant d'Afrique par le West Cape Strategy Group. Représente en réalité la reconnaissance par des professionnels de la synergie de plusieurs chaînes d'efforts conjoints et complémentaires dont le cabinet du ministre n'est qu'un animateur. Je vous exhorte à cultiver encore davantage cet effet de synergie à l'intérieur des services, mais aussi entre les différentes directions générales et les services rattachés. J'invite également nos partenaires sociaux, notamment les syndicats, à œuvrer dans la cohésion
pour consolider davantage leur contribution qualitative à la marche du département. Cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux a également permis aux autorités d'élever au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion et de chevalier dans l'ordre du mérite des agents qui se sont distingués. C'est un sentiment de remerciement et de reconnaissance vis-à-vis du ministre de l'économie et des finances qui a bien voulu nous proposer et du président de la République qui a accepté sa proposition. Et c'est aussi un sentiment de fierté pour cet honneur qui m'est fait, qui est fait à l'ancien fonctionnaire. Sentiment de légitime fierté, nous remercions le président de la République pour cette déclaration. Nous remercions également le ministre de l'économie et des finances pour nous l'avoir remise. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté et de recevoir cette reconnaissance des plus hautes autorités, cette reconnaissance de la nation. Donc d'où toute la fierté et au-delà de ma personne, la fierté de toute la famille douanière. De hautes distinctions en signe d'encouragement et de reconnaissance à ces agents qui sans doute ont permis au ministère de l'économie, des finances et du plan de mener du mieux que possible l'économie nationale. 30 milliards de francs CFA, c'est ce que va coûter la baisse du prix de l'électricité, 10%, annoncé par le président Macky Sall lors de son traditionnel message à la nation. Et pour mieux faire comprendre cette mesure, la commission de régulation du secteur de l'électricité a tenu un point de presse et annonce également le raccordement du monde rural au réseau de la Sénélec. Nafissatou Diouf. J'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité. Moins d'une semaine après l'adresse du chef de l'État, la commission de régulation du secteur de l'électricité a pris le taureau par les cornes. Après avoir entamé des discussions avec la Sénélec, elle a précisé les modalités de baisse des tarifs. La mise en œuvre de cette mesure nécessite l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire par la Sénélec et son approbation par la commission de régulation pour son entrée en vigueur. 2017 est certainement parti pour être une année déterminante pour les ménages ruraux. Des décisions importantes ont été prises pour assurer, mais aussi accélérer le raccordement de ces usagers non urbains au système. Dans le monde rural, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce qu'il y a pour la plupart sont facturés au forfait. Parce que compte tenu de la difficulté de mettre aujourd'hui des compteurs, ce que ça rapporte en termes de coûts, pour alléger, on a imaginé que dans le monde rural, mieux valait faire un forfait parce que pour la plupart, c'est des besoins pour l'éclairage, ce qu'ils ne consomment donc pas beaucoup. Et dans ce cadre-là également, la Commission a proposé au gouvernement, qui l'a accepté, de réduire de 25% les forfaits appliqués à ses clients. Autorité administrative indépendante, la commission de régulation du secteur de l'électricité a une mission de contrôle des activités de production, de transport, de distribution et de vente de l'énergie au Sénégal. Des prérogatives qui ne l'empêchent pas de consulter toute entité prenant en charge les préoccupations des ayants droit. Dans le cadre de la baisse du prix de l'électricité, la commission rencontrera par exemple les organisations consuméristes. Ouvrir au moins 15% de la commande publique aux entreprises artisanales du Sénégal, c'était une directive du président de la République en 2014, plus précisément, chose faite aujourd'hui. Entre 2015 et 2016, les marchés attribués aux artisans par la direction du matériel et du transit administratif sont passés de 263 millions à 800 millions de francs CFA. 15 entreprises en ont bénéficié en 2016. Le mobilier national dans la commande publique, c'est le sujet de la rubrique économie avec Aram Baoua. Au fond de ce magasin de la DMTA, la preuve que vouloir, c'est pouvoir. Du matériel en quantité pour les administrations publiques par les artisans locaux. Vous savez que les autorités territoriales, que sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et leurs adjoints, ont droit à un mobilier d'appartement. Il y a d'autres catégories de fonctionnaires aussi qui ont droit à un mobilier d'appartement que l'État doit leur acheter. Donc c'est d'abord le mobilier d'appartement. Ensuite, certaines catégories de mobilier de bureau. On a voulu démarrer par des bureaux que les artisans sont censés pouvoir fabriquer. Bureau ministre, le nom ne signifie pas que c'est pour les ministres, mais c'est une catégorie qu'on appelle comme ça. Bureau ministre sans ossature métallique, armoire d'arrangement, bibliothèque. Sur les 38 lots de l'appel d'offres, ils ont gagné les 20 lots. C'est en 2014 que le chef de l'État a demandé aux administrations de réserver au moins 15% de la commande publique aux entreprises artisanales. Au cours de cette année-là, la DMTA
avait octroyé 12% de sa commande globale auprès des artisans, représentant une valeur de 163 millions de francs CFA. Donc, lorsqu'il a fait la déclaration en octobre, ça veut dire que les marchés étaient déjà passés. Donc, en 2015, nous sommes appropriés cette déclaration, puisque la DMTA étant la principale administration qui achète l'immobilier. Donc, le président qui fait cette déclaration, nous, on s'est dit que c'est à nous que le président s'adresse. Donc, au courant de l'année 2015, nous avons augmenté ce taux-là et nous l'avons amené à 21% de notre budget, représentant un montant de 263 millions de francs CFA. Maintenant, en fin 2015, nous avons réuni tous les artisans, tous les acteurs, pour dire aux artisans, voilà les obstacles qui vous empêchent peut-être d'avoir un dossier complet de marché pour être compétitif. Voilà les avantages. Donc, à la lumière de cet atelier, en 2016, les artisans sont venus en masse soumissionner au marché de la DMTA. Les artisans ont gagné des parts de marché de l'ordre de 800 millions de francs CFA. 800 millions de francs CFA, 45% du budget de la DMTA, directement dans les caisses des artisans, dont ceux de la SGA, qui regroupe une quarantaine de chefs d'entreprise. On a gagné dans un premier temps un marché de 200 armoires sur la commande publique, pour un montant de 18 à 20 millions de francs CFA. L'argent qu'on va générer de ce marché-là nous servira de beaucoup de choses. Et le marché-là aussi nous fera un coup intéressant sur la formation de nos jeunes apprentis et de nos compagnons, sur les techniques d'assemblage, les respects de délai. C'est la promotion du savoir-faire local. Cette entreprise a gagné un marché de 50 salons en cuir. Vraiment, nous artisans. Parce que ils nous ont en plus facilité les procédures et les modalités. Par exemple, quelqu'un qui gagne un marché de 100 peut livrer par tranche de 30 et être payé à chaque livraison. Nous nous en réjouissons. Ces marchés, c'est vraiment ce qu'on attendait de l'État. Cet accompagnement et ces facilités sont les contours du projet de mobilier national. 4 corps de métier sont concernés: la menuiserie bois, la couture-confection, la cordonnerie, la construction métallique. Tout cela a été possible par un travail d'accompagnement que nous avons mené depuis une année avec les entreprises artisanales qui ont bénéficié de formations en passation de marché, qui ont été encadrées dans la constitution des dossiers. Et aujourd'hui, les premiers mobiliers que nous avons reçus des artisans, nous avons une totale satisfaction. Ils ont bénéficié d'à peu près 800 millions là-bas. S'y ajoutent d'autres sectoriels tels que le ministère de l'Enseignement supérieur. L'ensemble des équipements des 59 espaces numériques ouverts ont été gagnés par des entreprises artisanales. C'est l'amorce d'une aventure prometteuse avec des perspectives de commande plus que motivantes. Notre objectif en 2017, c'est d'aller au moins à 1,1 milliard. Tout ne reposera pas sur la DMTA. Les sectoriels sont invités à s'y mettre tous. Si je prends l'exemple de la direction des équipements scolaires, eux, ils sont à 100%. Parce que tous les programmes de réhabilitation des tables, bancs et de confection sont faits par nos entreprises artisanales. Ils sont aujourd'hui à 610 millions pour l'année 2016 de confection de tables bancs. Il y a d'autres sectoriels. Le PUDC, par exemple, a beaucoup investi dans le matériel post-agricole et ce sont nos entreprises artisanales qui l'ont gagné. Pour la formation, la formalisation, le perfectionnement attendu des artisans, les responsables du projet ont mandat de poursuivre l'accompagnement pour des commandes satisfaites en quantité et en qualité. La rubrique économie du jeudi sur la commande publique, la part des artisans. Je rappelle que c'est en 2014 que le chef de l'État avait pris la décision de leur attribuer 15% des parts de marché. Protection des ressources halieutiques. La commission sous-régionale de la pêche se penche sur la question afin de valider les études menées en Guinée-Bissau sur l'Etmalose. C'est un petit pélagique menacé par les changements climatiques. Lamine Touré. L'Etmalose fait partie de la grande famille des petits pélagiques. L'espèce est menacée, surtout avec l'effet des changements climatiques. Heureusement que les pays de la sous-région veillent à la préservation du produit avec l'initiative de la Commission sous-régionale des pêches. Une politique d'harmonisation des actions est en vue pour conserver l'apport inestimable du secteur à l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas une gestion concertée de ces ressources. C'est une ressource partagée et chacun y va
de son côté. Et vous savez qu'en matière de ressources partagées, une gestion concertée est tout à fait nécessaire. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons essayer d'harmoniser les positions pour la gestion de cette ressource ô combien importante. Cette rencontre, la troisième du genre, va permettre aux acteurs de valider le travail scientifique réalisé sur l'ethmalose. C'est dans le cadre du comité consultatif régional pour une gestion durable des petits pélagiques. La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer oblige les États à se concerter au niveau des stocks communs, des gestions des stocks communs. Et les petits pélagiques constituent les stocks communs pour notre écosystème soumis à l'upwelling. Aujourd'hui, les océans se voient agressés de toutes parts. Ces agressions sont soit d'origine naturelle, soit d'origine anthropique. Pour l'origine naturelle, l'homme ne dispose que de la possibilité d'adaptation pour assurer sa survie. Le Sénégal, en ce qui le concerne, a pris de bonnes dispositions institutionnelles. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, a procédé à la mise en place par arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un organe ad hoc au sein de la direction des pêches maritimes, dénommé Comité consultatif national de gestion des petits pélagiques. Ce comité technique national est chargé, entre autres, de suivre l'état des stocks des espèces des petits pélagiques, de promouvoir une gestion participative, de mettre en place des mesures d'autorégulation, de renforcer les capacités des pêcheurs sur la gestion de ces espèces et leurs responsabilités pour le respect de ces mesures. La troisième réunion du comité consultatif régional pour une gestion durable des petits pélagiques est un cadre élargi d'échange et de partage. Les décisions prises dans cette instance sont aussitôt transmises à la base. Le port autonome de Dakar veut prendre à bras le corps l'épineux problème de la pollution qui sévit sur son plan d'eau. En partenariat avec le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime et celui de l'Environnement et du Développement durable, la Direction générale du port a initié un séminaire de 2 jours sur la problématique. Une charte est attendue après les travaux. Amélie Diop. Chaque jour, plus de 300 entreprises et 10 000 travailleurs participent aux activités portuaires. Ce dynamisme entraîne parfois une pollution du plan d'eau. Et c'est pourquoi aujourd'hui le port autonome de Dakar a initié ce séminaire sur la gestion de la pollution et des déchets dans l'infrastructure portuaire. Il est pour nous urgent d'identifier clairement les différentes sources de cette pollution, quelle que soit son origine, endogène, exogène et anthropique, d'en évaluer son amplitude en vue de connaître l'importance et le niveau des risques encourus. Et enfin, de proposer des solutions consensuelles par nature. 3 ateliers sur la pollution par les pondéreux, par les hydrocarbures et par les déchets solides et liquides ont réuni un panel d'experts. L'objectif, c'est aussi se conformer aux standards internationaux en matière de protection de l'environnement. Le Sénégal se doit de prendre les mesures idoines afin de lutter efficacement contre les effets des changements climatiques et contre la pollution marine à travers le renforcement de son arsenal juridique et institutionnel en vue d'assurer la sécurité et la protection des installations portuaires. Le port autonome de Dakar a déjà pris les devants et a prévu dans son budget de 2017 un financement pour la dépollution du plan d'eau. Mais à l'avenir, ce scénario doit être institutionnalisé à travers le principe du pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur est sorti. C'est-à-dire ceux qui polluent vont payer. Il n'est pas normal que des industries polluent et que ce soit la direction générale du port qui sorte de son budget pour faire la dépollution. Mais présentement, quelque chose va être fait. On peut dire qu'on partira au temps zéro, les conditions initiales, le port s'occupera de ça. Mais dans l'avenir, tous ceux qui vont polluer sur le plan d'eau vont payer. Après ces 2 jours de travaux, la signature d'une charte de gestion durable de la pollution au niveau du port autonome de Dakar est prévue. Nous parlons du renouvellement des pièces d'identité nationale. C'est le grand rush dans les communes et les préfectures de Dakar pour s'inscrire. Les commissions mises en place essaient de s'organiser afin de respecter les taux d'enrôlement par jour. Les cartes actuelles sont valables jusqu'au 31 mars. C'est le reportage de Ney Aïdja.
La machine roule à plein régime dans ce centre d'inscription pour le renouvellement des pièces d'identité. Ici, à la sous-préfecture de Dakar Plateau, on peut s'inscrire quel que soit son lieu de résidence. L'innovation cette année, c'est que l'inscription est quand même aujourd'hui une compétence nationale. Quelqu'un de Kédougou peut s'inscrire à Dakar Plateau, quelqu'un de Matam peut s'inscrire à Dakar Plateau, ce qui fait que souvent, Dakar Plateau, qui aujourd'hui recouvre l'essentiel des activités économiques donc, de Dakar et du pays en général, fait qu'effectivement, ceci a une incidence par rapport aux rushs que vous avez constatés, n'est-ce pas, au niveau de la sous-préfecture. Contrairement aux autres centres installés un peu partout dans les différentes communes du Sénégal, ici, le rush est vite absorbé. Ce centre peut être considéré comme un baromètre parce que tous qui travaillent à Dakar ou s'y rendent occasionnellement viennent s'inscrire ici. 250 personnes sont enrôlées chaque jour, soit 40 000 personnes depuis octobre. Dans toutes les procédures, on exige la pièce d'identité. Elle est donc très importante. Je suis venu tôt pour m'inscrire. J'avoue que ça a pris moins de temps que je ne le pensais. Comme tout citoyen, il me faut la carte d'identité pour pouvoir voter. On essaie quand même tant soit peu de nous organiser pour d'abord essayer de mettre les populations dans de très bonnes conditions d'inscription. Ensuite, essayer aussi vraiment d'élargir, n'est-ce pas, les heures de travail. Donc de 8h ou bien 7h moins, on peut continuer jusqu'à tard dans la soirée pour en tout cas enrôler le maximum de Sénégalais. Selon les autorités, les pièces d'identité actuelles sont valables jusqu'au 31 mars 2017. Les adeptes de la dernière minute sont donc avertis. Pour rappel, les pièces à fournir sont la photocopie de la carte d'identité et la carte d'électeur. Et même pour ceux qui n'en disposent pas, il y a des solutions. Ceux qui ne sont plus en possession de leur carte d'électeur, de leur carte nationale d'identité, alors, donc ces derniers sont obligés de produire une pièce d'état civil, un certificat de perte et un certificat de résidence pour pouvoir effectivement se faire enrôler au niveau des commissions. Ça, c'est fréquent pour nos compatriotes qui ne sont pas au Sénégal. C'est fréquent aussi pour certaines personnes aujourd'hui qui, au cours de déménagement, ont dû perdre beaucoup de bagages, ou bien certaines personnes qui sont victimes parfois de vol. Autre lieu, même rush. Ici, à la mairie de Gueule-Tapée Fass Colobane, la commission mise en place essaie bien que mal d'organiser la masse de citoyens désirant obtenir cette pièce. Une carte importante car elle permet d'être reconnu en tant que citoyen de la CEDEAO. Elle permet également de voter puisqu'elle fait office en même temps de carte d'électeur. Autre innovation cette année, le citoyen peut modifier son lieu de vote, son adresse électorale donc, s'il présente un bon certificat de résidence. La machine roule à plein régime dans ce centre d'inscription pour le renouvellement des pièces d'identité. Ici, à la sous-préfecture de Dakar Plateau, on peut s'inscrire quel que soit son lieu de résidence. L'innovation cette année, c'est que l'inscription est quand même aujourd'hui une compétence nationale. Quelqu'un de Kédougou peut s'inscrire à Dakar Plateau, quelqu'un de Matam peut s'inscrire à Dakar Plateau, ce qui fait que souvent, Dakar Plateau, qui aujourd'hui recouvre l'essentiel des activités économiques donc, de Dakar et du pays en général, fait qu'effectivement, ceci a une incidence par rapport aux rushs que vous avez constatés, n'est-ce pas, au niveau de la sous-préfecture. Contrairement aux autres centres installés un peu partout dans les différentes communes du Sénégal, ici, le rush est vite absorbé. Ce centre peut être considéré comme un baromètre parce que tous qui travaillent à Dakar ou s'y rendent occasionnellement viennent s'inscrire ici. 250 personnes sont enrôlées chaque jour, soit 40 000 personnes depuis octobre. Le reportage de Ney Aïdadia sur les inscriptions pour obtenir la carte d'identité biométrique CEDEAO. Nous vous proposons de revenir sur ce sujet en détail. Démarrage vendredi de la ziara de feu Thierno Montagrada Khatal de Louga, organisée par la famille omarienne. L'événement est l'occasion de revisiter l'œuvre de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Pour l'heure, autorités et organisateurs mettent les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Diana Badja. À quelques heures du démarrage de la ziara omarienne, presque tous les besoins exprimés par le comité d'organisation ont connu une satisfaction. La sécurité, la santé et l'eau sont passés en revue. L'événement maintenant a atteint un niveau où il fallait avoir un renfort d'éléments de la GMI. Actuellement, on nous a promis à peu près 400 GMI.
Donc sur les 400 GMI, au moment où je vous parle, nous avons 250 éléments qui sont sur place. Donc en attendant les journées du vendredi et du samedi. Donc là, nous pouvons dire qu'à presque 60%, nous sommes satisfaits. Dans le domaine de la santé, nous avions chaque année un seul poste de santé. Et cette fois-ci, nous nous trouvons avec 5 postes de santé avancés. Donc nous pouvons dire qu'il y a eu un grand bond. Dans le domaine de l'eau, l'hydraulique a mis à notre disposition, comme les autres années, on mettait un camion. Cette fois-ci, nous nous retrouvons avec 3 camions. te li gën a bëri si njaay bi ay téere yi nga xamante ni day gën a wane lii di tarixa tijaniya. Sur le plan de la sécurité, toutes les mesures ont été prises pour sécuriser l'événement, sécuriser les pèlerins, sécuriser les axes routiers, sécuriser la ville de Louga et toute la région, mais aussi sécuriser vraiment le marabout et son entourage. Sur le plan aussi de la fourniture de ravitaillement en eau potable, tout est fait prêt. De même sur le plan de l'éclairage du domicile du marabout, du site où se tiendra la cérémonie religieuse, ainsi que des différentes artères de la ville de Louga. La Ziara omarienne de Louga dédiée à Thierno Mountaga Dahatal est un moment de ferveur pour les fidèles qui viennent d'un peu partout à travers le monde. C'est aussi une occasion d'échanges commerciaux, notamment des articles liés à la tariqa tijaniya. Justement, en direction de la ziara annuelle de la famille omarienne de Louga, prévue les 6 et 7 janvier plus tôt, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale apporte le soutien de l'État au comité d'organisation. Je rappelle que le président Macky Sall est attendu vendredi à Louga. Pabona Tchao. Accompagné de l'autorité administrative et de quelques membres de son cabinet, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale est venue, comme à l'accoutumée, apporter l'appui de l'État en denrées alimentaires. Il s'agit essentiellement d'une importante quantité de riz remise au comité d'organisation. Antassar Diako a transmis au khalife de la famille omarienne le message de salutation du chef de l'État. Le président Macky Sall, qui est un disciple, est un fils de la famille. Le khalife Thierno Bachir Tall a salué ce geste qui n'est pas le premier et a dit sa grande satisfaction. Il a ensuite formulé des prières pour la paix, la concorde et la réussite de tous les projets du président Macky Sall en ce début d'année. Dans la foulée, le khalife a offert ce bélier à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Après avoir installé sa mutuelle de santé, Dao Morti a accueilli le directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle dans la cité religieuse. Il a rencontré le khalife qui a exhorté les populations à adhérer aux mutuelles. Par la voix de son porte-parole, il demande que les écoles coraniques soient prises en compte dans le programme, une option déjà envisagée par la CMU. Oumar Djawa. Darul Mourti, la cité de Mame Thierno Birahim, celui-là même à qui le vénéré Serigne Touba avait confié les destinées de sa famille et de la jeune confrérie à son départ pour l'exil. C'est cette cité éclairée et pilier central de la Mouridia que l'Agence pour la couverture maladie universelle a investi. La mutuelle de Darou Moussi fait partie des nouvelles mutuelles de santé créées et que les mutualistes de Darou Moussi montrent un engagement très fort. Et cet engagement est appuyé fortement par les autorités religieuses. C'est de façon fort civile que le khalife de Darou a accueilli ses hôtes. Il a d'emblée salué l'initiative de la CMU et exhorté les talibés et plus largement les populations à adhérer aux mutuelles. gën a jàpp bu baax ci mutuelle bi loolu mooy li maam Thierno Mbaye wax ne bu sañoon ñu jiitu li koy tax a jiitu nag mooy ñi ci war a bokk yëpp bokk ci daara yi itam ñu dugal leen ci te am nañ xalaat nee nañu boo xam ne yaakaar nañ ne loolu su amee itam dana sotti ndax bu ci daara yi duggee defe naa ne pourcentage bi dana gën a yokku. Gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour le 3e âge grâce au plan Sésame, gratuité de la césarienne et de la dialyse, autant d'acquis que le directeur général de la CMU a exposé devant le khalife. Tout ça va dans le sens indiqué par M. le Président de la République, qui est de permettre à chaque Sénégalais de bénéficier de soins de qualité dans des conditions abordables.
C'est la directive du président de la République donnée à l'agence Macky Sall qui accorde un intérêt particulier aux familles religieuses et à Darou Mouhty qu'il avait visité en mars 2016. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène en Turquie, en France, mais également au Tchad. Le pays a fermé ses frontières avec la Libye pour éviter toute infiltration de terroristes. C'est une alufale. Le Tchad a annoncé ce jeudi la fermeture de sa frontière terrestre avec la Libye en faisant état d'une potentielle grave menace d'infiltration terroriste. Selon le Premier ministre, dans leur débâcle, quelques groupes terroristes isolés ont convergé vers le sud de la Libye. Le chef du gouvernement n'a fourni aucune indication sur l'identité de ces groupes terroristes, ni aucune autre précision sur le débâcle en Libye. Au moins 2 morts et une dizaine de blessés dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un tribunal de la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie. Selon les autorités, 2 terroristes ont été tués dans les affrontements qui ont suivi avec les forces de l'ordre. Un 3e est toujours recherché. Cette attaque est survenue quelques jours après qu'un homme a tué 39 personnes dans une boîte de nuit d'Istanbul la nuit du Nouvel An. Les autorités françaises ont entamé ce jeudi l'abattage de centaines de milliers de canards élevés en plein air pour tenter d'endiguer un nouveau virus de grippe aviaire qui touche aussi d'autres pays européens. Les cas de grippe aviaire ne cessent de grimper depuis un mois en France. Le virus qui se propage de façon fulgurante depuis fin novembre dans l'Hexagone est classé hautement pathogène. 13 pays européens sont affectés. Culture, la Galerie nationale d'art abrite l'exposition itinérante des manufactures sénégalaises, des arts décoratifs de Thiès, des tapisseries que l'on retrouve dans les grandes institutions du monde, l'ONU, l'UNESCO, l'UEMOA par exemple, sont présentées au grand public. Ces œuvres sont le fruit de 50 années d'activité menées par différentes générations de professionnels de la tapisserie. Coup d'œil avec Fatou Diouf. Viennet, niche des lumières, fleurs de colombe, Luc Daour, accueil royal, teranga sénégalaise ou encore le chant des tirailleurs. Ces magnifiques tapisseries ont longtemps décoré les palais royaux et présidentiels, ainsi que de grandes institutions internationales, ONU, FMI, Union africaine, UEMOA, entre autres. Ce vernissage vise donc à restituer et à rendre visible une démarche artistique entamée depuis 50 ans. Cette exposition tapisserie, elle est accompagnée de l'histoire des manufactures et de l'histoire depuis les premiers jours de création des manufactures. Elle rappelle les lissiers, elle rappelle les cartonniers, elle rappelle un tas d'événements importants, toutes les personnalités qui ont visité. Donc je pense que j'invite, si je peux me permettre de le faire, tout le Sénégal à venir visiter. Ce vernissage vise donc à restituer et à rendre visible une démarche artistique entamée depuis 50 ans. Le président Léopold Sédar Senghor l'avait prédit, je le cite, « Au bout de 50 ans, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs vont exprimer sous une forme plastique les rêves dont se nourrit notre peuple, le vieux fond de mythes et de légendes qu'a toujours traduit l'art nègre. » Fin de citation. Une vision donc devenue réalité. Ces tapisseries n'ont rien à envier à celles persanes, marocaines ou égyptiennes. Parce que nous sommes des hommes convaincus que la culture est le fondement des grandes sociétés. L'Égypte a rayonné dans le monde. La grande Perse, les Persans ont rayonné dans le monde. Ce n'était pas à la force ou au bout de l'épée, mais par la culture. Donc aujourd'hui, nous avons cette ambition de porter la mission que M. le ministre vient de nous confier comme ambassadeur des arts. Et nous allons commencer au plan national. Il faut que les Sénégalais connaissent les manufactures. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, que dans leurs produits, on trouve des tapis de prière qui portent la marque des artistes sénégalais, des artisans sénégalais, mais des techniciens sénégalais. 50 ans après, il s'agit de renforcer cette image en permettant aux manufactures de contribuer davantage au développement de la créativité artistique grâce à l'intégration d'autres disciplines. C'est ainsi qu'après un travail minutieux,
initié par l'atelier de recherche et de promotion depuis de longues années. Les manufactures sont une phase importante de diversification de produits avec la commercialisation de tapis de sol et de tapis de prière. Depuis 2015, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs ont diversifié leur production. Au-delà du batik, de la céramique et du tissage, elles s'activent dans la fabrication de tapis de sol et de prière. Une innovation qui doit être soutenue par les autorités. Cela afin de favoriser les conditions d'application de la directive du chef de l'État, un service, une tapisserie. Football, les Lions ont quitté Dakar pour le Congo à 17h. C'est là-bas qu'ils vont se préparer en direction de la CAN ce matin. Ils ont effectué leur dernière séance à Dakar. Reportage de Ibrahima Mboupa. Pas de bain de foule, sobriété, calme et concentration dans la tanière pour cette dernière séance d'entraînement en terre sénégalaise. C'est à 9h30 que les Lions sont arrivés sur la pelouse. Sur le banc de touche, Cheikhou Kouyaté, laissé au repos, et Mambiram Diouf qui a rejoint la tanière hier soir. Le sociétaire de Stoke City a trottiné pendant quelques minutes avant de faire des étirements pour évacuer la fatigue du voyage. Le reste de l'équipe est allé au charbon durant 2 tours d'horloge sous le chaud soleil. Vous savez, il faut s'entraîner pour être performant, il faut répéter les gammes, il faut travailler et créer encore plus d'automatisme. Donc on sait que ça passera par beaucoup de travail, beaucoup d'écoute. Et si on arrive à faire tout ça, je pense qu'on peut faire un bon parcours dans cette CAN. Lamine Gassama, le seul joueur mis à la disposition de la presse à la fin de la séance, a les yeux rivés sur Franceville. Le premier match de poule face à la Tunisie suscite déjà un grand intérêt dans l'effectif. Le premier, il faudra envoyer un signal fort parce qu'on sait très bien que dans ce genre de compétition, si on a la chance de gagner le premier match, tout peut aller très vite. Donc le premier match, on va le prendre très au sérieux et faire le maximum pour gagner ce premier match. De son côté, Khalidou Koulibaly, blessé au genou, est dans une phase de reprise sous la conduite du kinésithérapeute dépêché spécialement à Dakar par son club Naples. Sadio Mané n'a pas pris part à la séance. Il s'est envolé ce matin à destination d'Abuja au Nigeria pour assister à la soirée de gala de la CAF. Il est nominé pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année aux côtés de l'Algérien Riyad Mahrez et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. À la veille du départ de l'équipe nationale de football pour le Congo, Orange a organisé une cérémonie de revoir avec les Lions. L'opérateur de téléphonie a distribué des téléphones de dernière génération à toute la délégation sénégalaise devant participer à la CAN Gabon 2017. La rencontre s'est déroulée hier, mercredi, à l'hôtel des Lions à Dakar. Thierno Diallo. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Orange Sénégal a une nouvelle fois fait preuve d'une grande générosité. Le premier opérateur de téléphonie a offert à la délégation sénégalaise des téléphones portables haut de gamme. Nous avons souhaité célébrer, magnifier le long compagnonnage qui nous unit au football sénégalais et à la Fédération de football en recevant aujourd'hui les Lions et en tenant cette cérémonie pour leur souhaiter tous nos encouragements à la veille de cette compétition, leur dire toute notre satisfaction de la belle campagne qu'ils ont eu à faire pendant les éliminatoires et leur témoigner aussi de notre soutien en tant que marque et du soutien de l'ensemble des Sénégalais pour aller vers la victoire finale dans cette compétition. Les fédéraux, le staff technique, les joueurs et la cellule de communication ont tous reçu un smartphone. Un geste qui démontre le capital sympathie d'Orange aux Lions du Sénégal. Pour cette CAN si importante pour notre pays, au Gabon, donc Orange est encore là, par un soutien qui est multiforme. C'est d'abord ces moments de détente, ces moments d'échange, ces cadeaux aussi qu'ils offrent à nos joueurs, histoire de leur dire aussi que le peuple est derrière eux, mais aussi le message qui est véhiculé. Comme je l'ai dit, le slogan qu'on a aujourd'hui, 14 millions de Sénégalais qui sont tous des lions, ça ne peut que revigorer nos joueurs. Les cadeaux qu'on a reçus, je pense que c'est la première fois que je reçois un iPhone 7 Plus comme ça, comme cadeau. Voilà, c'est vraiment fantastique. Là, ça se voit que Orange est vraiment le premier supporter des Lions du Sénégal.
Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Pour accompagner l'équipe nationale de football au Gabon, Orange va bientôt lancer la campagne dénommée « Nous sommes 14 millions de lions ». Dans le même temps, la société Kiren a alloué à l'équipe nationale de football une enveloppe de 17 millions de francs CFA. À côté de cet appui financier, Kiren va fournir de l'eau minérale à l'équipe. La convention de partenariat a été signée ce jeudi au siège de Kiren à Dakar. Thierno Diallo. Partenaire depuis 12 ans de la Fédération sénégalaise de football, la société Kiren s'est une nouvelle fois engagée à accompagner l'équipe nationale. Kiren a ainsi remis à la Fédération ce chèque en guise de soutien, un appui à la campagne gabonaise des Lions. Nous avons signé aujourd'hui déjà un premier chèque pour accompagner l'équipe de 17 millions. À travers ce contrat renouvelé, Kiren a non seulement renforcé les dotations en nature qu'elle faisait déjà, donc en termes de dotation en eau, en jus de fruits, pour toutes nos équipes nationales, mais aussi pour toutes les équipes adverses qui viennent, pour toutes les manifestations que nous organisons, mais aussi un renforcement de la dotation financière. Fournisseur leader d'eau minérale au Sénégal et aux différentes sélections nationales de football, Kiren va doter les Lions d'une importante quantité d'eau pour la CAN. Nous avons prévu une dotation pour cette année d'eau de près de 10 millions. Nous aurions souhaité sérieusement que l'équipe du Sénégal consomme de la Kiren parce que bon, il y a de l'âme du Sénégal qui ira jusqu'au Gabon et si nous pouvons la transporter de par notre eau, eh ben, ce serait volontiers. Nous allons nous rapprocher de la Fédé pour qu'il y ait des acheminements d'eau que nous accompagnerons bien sûr avec les compagnies aériennes. Dans la dynamique de pousser les Lions à de meilleures prestations au Gabon, Kiren prévoit des primes d'encouragement. La même logique de contrat prévu des primes au fur et à mesure de l'avancée et des performances, particulièrement si on parle de la Coupe d'Afrique. Nous avons une prime de match qui se situe aux alentours de 5 millions sur le cas de victoire, de finale sur le Sénégal et je crois 3 millions sur la demi-finale. Ce partenariat formalisé entre la Fédération de football et la société Kiren s'étale sur 3 ans renouvelables. Chaque jour qui passe nous rapproche de cet événement sportif majeur de l'année 2017. La CAN au Gabon, la RTS vous fera vivre la fête du football du 14 au 5 février. En attendant ce soir, Sarah Louya nous présente le Zimbabwe, une autre équipe dans le groupe B du Sénégal. Nous sommes à jour J-9. Bonsoir Ibrahima Diédhiou, oui, jour J-9 pour cette CAN Gabon 2017, la Coupe d'Afrique des Nations, 31e édition qui se déroulera donc du 14 janvier au 5 février prochain. 4 villes ont été choisies pour accueillir cette compétition. Il s'agit de Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville. Dans ce groupe B, on retrouve les Lions du Sénégal, les Fennecs d'Algérie, les Aigles de Carthage de Tunisie et enfin les Warriors de Zimbabwe que je vous présente aujourd'hui. Le Zimbabwe est un pays anglophone d'Afrique australe. Il s'étend sur une superficie d'environ 390 000 km². Sa capitale est Harare. Le Zimbabwe a une population estimée à environ 14 millions d'habitants. La devise de ce pays est unité, liberté, travail. En anglais, Unity, Freedom and Work. Le pays a plusieurs fois changé de nom. Plus connu avant sous le nom de Rhodésie du Sud, il est ensuite devenu Rhodésie, puis Rhodésie Zimbabwe et enfin pour adopter l'appellation finale de Zimbabwe en 1984. Intéressons-nous maintenant à la Fédération de foot de Zimbabwe, la ZIFA. La Fédération de foot de Zimbabwe a été fondée en 1965. Elle est affiliée à la FIFA depuis la même date et à la CAF en 1980. Les Warriors de Zimbabwe, comme on les appelle, n'ont participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations que 2 fois dans leur histoire. En 2004, puis en 2006. Faisons maintenant connaissance avec la star de cette équipe de Zimbabwe. Il s'agit de Willard Kassandé. Son portrait maintenant avec Pape Madi Diop.
Un homme à surveiller parmi les guerriers zimbabwéens à ce rendez-vous continental au Gabon, c'est Williard Kassandé. Il est le guerrier en chef des Warriors en mission commando à Franceville. Âgé de 30 ans, sur 1m78 avec 78 kg, Williard Kassandé est un milieu à la fois offensif et défensif. Il est admiratif dans la relance et craignant dans le duel. Williard Kassandé n'hésite pas à monter aux avant-postes pour créer la supériorité numérique et au cas échéant de scorer pour son équipe. Le patron ou capitaine des Warriors est un leader silencieux. Il l'incarne sur la pelouse et en dehors du terrain. Passé par les Gunners de Harare en 2010, puis par Ajax Cape Town en 2011, aujourd'hui Kassandé fait la fierté des Zimbabwéens dans le club sud-africain de Kaizer-Chiefs, où il a été joueur de l'année il y a 2 saisons. De l'amour, Williard Kassandé en a pour les jeunes de sa province natale de Manicaland, pour qui il organise un tournoi annuel. Mais sa véritable passion, c'est la collection de véhicules. Le sélectionneur de cette équipe de Zimbabwe s'appelle Callisto Pazua. Il a déjà livré la liste de ses joueurs et a affiché ses intentions en gardant la même ossature que celle de l'équipe qui a joué les qualifications pour la CAN 2017. Il veut aller jusqu'en quart de finale et passer donc le premier tour. Ce serait donc un parcours historique pour cette équipe. Voilà donc ce qu'il fallait retenir sur cette équipe du Zimbabwe. Je vous retrouve dès demain pour vous faire découvrir les 4 pays qui partageront le groupe C et on démarrera avec la Côte d'Ivoire, champion en titre. Les éléphants tenteront évidemment de défendre leur titre. À demain. Zimbabwe, Tunisie, Algérie, Sénégal, le groupe B, faites vos pronostics dans Chrono Cannes. Sarah Louya nous promet de revenir demain. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Du projet de mobilier national, 4 corps de métier sont concernés, la menuiserie bois, la couture confection, la cordonnerie, la construction métallique. Tout cela a été possible par un travail d'accompagnement que nous avons mené depuis une année avec les entreprises artisanales qui ont bénéficié de formations en passation de marché, qui ont été encadrés dans la constitution des dossiers. Et aujourd'hui, les premiers mobiliers que nous avons reçus des artisans, nous avons une totale satisfaction. Ils ont bénéficié d'à peu près 800 millions là-bas. S'y ajoutent d'autres sectoriels tels que le ministère de l'Enseignement supérieur. L'ensemble des équipements des 59 espaces numériques ouverts ont été gagnés par des entreprises artisanales. C'est l'amorce d'une aventure prometteuse avec des perspectives de commandes plus que motivantes. Notre objectif en 2017, c'est d'aller au moins à 1,1 milliard. Tout ne reposera pas sur la DMTA. Les sectoriels sont invités à s'y mettre tous. Si je prends l'exemple de la direction des équipements scolaires, eux, ils sont à 100%. Parce que tous les programmes de réhabilitation des tables, bancs et de confection sont faits par nos entreprises artisanales. Ils sont aujourd'hui à 610 millions pour l'année 2016 de confection de tables bancs. Il y a d'autres sectoriels. Le PUDC, par exemple, a beaucoup investi dans le matériel post-agricole et ce sont nos entreprises artisanales qui l'ont gagné. Pour la formation, la formalisation, le perfectionnement attendu des artisans, les responsables du projet ont mandat de poursuivre l'accompagnement pour des commandes satisfaites en quantité et en qualité. La rubrique économie du jeudi sur la commande publique, la part des artisans. Je rappelle que c'est en 2014 que le chef de l'État avait pris la décision de leur attribuer 15% des parts de marché. Protection des ressources halieutiques, la commission sous-régionale de la pêche se penche sur la question afin de valider les études menées en Guinée-Bissau sur l'Etmalose. C'est un petit pélagique menacé par les changements climatiques. Lamine Touré.
L'ethmalose fait partie de la grande famille des petits pélagiques. L'espèce est menacée, surtout avec l'effet des changements climatiques. Heureusement que les pays de la sous-région veillent à la préservation du produit avec l'initiative de la Commission sous-régionale des pêches. Une politique d'harmonisation des actions est en vue pour conserver l'apport inestimable du secteur à l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas une gestion concertée de ces ressources. C'est une ressource partagée et chacun y va de son côté. Et vous savez qu'en matière de ressources partagées, une gestion concertée est tout à fait nécessaire. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons essayer d'harmoniser les positions pour la gestion de cette ressource ô combien importante. Cette rencontre, la troisième du genre, va permettre aux acteurs de valider le travail scientifique réalisé sur l'ethmalose. C'est dans le cadre du comité consultatif régional pour une gestion durable des petits pélagiques. La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer oblige les États à se concerter au niveau des stocks communs, des gestions des stocks communs. Et les petits pélagiques constituent les stocks communs pour notre écosystème soumis à l'upwelling. Aujourd'hui, les océans se voient agressés de toutes parts. Ces agressions sont soit d'origine naturelle, soit d'origine anthropique. Pour l'origine naturelle, l'homme ne dispose que de la possibilité d'adaptation pour assurer sa survie. Le Sénégal, en ce qui le concerne, a pris de bonnes dispositions institutionnelles. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, a procédé à la mise en place par arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un organe ad hoc au sein de la direction des pêches maritimes dénommé Comité consultatif national de gestion des petits pélagiques. Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Nouvel an, le président de la République a reçu ce jeudi les vœux de son cabinet. Ministres, conseillers, personnel administratif, inspecteurs généraux ont communié avec le chef de l'État lors d'une cérémonie solennelle pour entamer l'année 2017. La mesure a été annoncée par le président Macky Sall lors de son message à la nation le 31 décembre. La baisse du prix de l'électricité, 10% de moins pour les consommateurs, soit 30 milliards que l'État devra prendre en charge. Quels sont les contours de cette mesure? La commission de régulation du secteur de l'électricité explique. Dans la rubrique économie de ce jeudi, nous évoquons la part des artisans sénégalais dans la commande publique. Quelques 800 millions de francs CFA leur ont été alloués en 2016. Le chef de l'État avait décidé en 2015 de leur attribuer 15% des parts de marché. Le point dans cette édition. Les Lions ont quitté Dakar pour le Congo. Les joueurs d'Aliou Cissé ont tenu une dernière séance d'entraînement à Dakar avant leur départ. L'attaquant Mambiram Diouf a rejoint le groupe. Bonsoir à tous et bienvenue. Présentation de vœux au Palais de la République. Les membres du cabinet du chef de l'État ont présenté leurs vœux au président Macky Sall. De grands moments d'échange et de communion, nous dit Pabiram Biguenyaï. C'est le cabinet présidentiel qui est à l'honneur ce jour à la salle des banquets. Pour cette présentation des vœux, c'est le ministre d'État, Mbaye Ndiaye, qui ouvre le bal des personnalités qui viennent souhaiter leurs meilleurs vœux au président de la République. Il est suivi du directeur du cabinet du chef de l'État, Maître Marioum. Avant le passage de Maxime Jean Simon Ndiaye, secrétaire général de la présidence de la République, accompagné des autres membres de son service. L'inspection générale d'État a aussi présenté ses vœux au chef de l'État. Dans les rangs, on retrouve également les ministres conseillers, les conseillers spéciaux, les conseillers techniques, les chargés de mission, le personnel administratif et technique. Mais il y a aussi le protocole d'État amené par le ministre Bruno Diatta, le médecin général Meng, l'aide de camp du président de la République, le gouverneur du palais. Tous ont saisi cette occasion solennelle pour présenter leurs meilleurs vœux au chef de l'État.
Le président de la République Macky Sall qui a ensuite communié avec le personnel de la présidence. Des moments à immortaliser pour la postérité. Et puis cette autre cérémonie de présentation de vœux au ministère de l'économie, des finances et du plan. Les performances réalisées en 2016 permettent de motiver davantage le personnel. Des agents qui se sont distingués pour l'année 2016 ont été honorés. Le reportage d'Aminata Mbengfal. Cette cérémonie de présentation de vœux du cabinet du ministère de l'économie, des finances et du plan a été l'occasion de faire le bilan de l'année 2016. Les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants au regard des performances. L'année 2016, au plan macroéconomique, a été l'année de confirmation et de consolidation de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le taux de croissance reste sur le palier de 6,5% pendant 2 années consécutives, ce qui installe les forfaits appliqués à ses clients. Autorité administrative indépendante, la Commission de régulation du secteur de l'électricité a une mission de contrôle des activités de production, de transport, de distribution et de vente de l'énergie au Sénégal. Des prérogatives qui ne l'empêchent pas de consulter toute entité prenant en charge les préoccupations des ayants droit. Dans le cadre de la baisse du prix de l'électricité, la Commission rencontrera par exemple les organisations consuméristes. Ouvrir au moins 15% de la commande publique aux entreprises artisanales du Sénégal, c'était une directive du président de la République en 2014, plus précisément, chose faite aujourd'hui. Entre 2015 et 2016, les marchés attribués aux artisans par la direction du matériel et du transit administratif sont passés de 263 millions à 800 millions de francs CFA. 15 entreprises en ont bénéficié en 2016. Le mobilier national dans la commande publique, c'est le sujet de la rubrique économie avec Aram Baoua. Au fond de ce magasin de la DMTA, la preuve que vouloir, c'est pouvoir. Du matériel en quantité pour les administrations publiques par les artisans locaux. Vous savez que les autorités territoriales, que sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et leurs adjoints, ont droit à un mobilier d'appartement. Il y a d'autres catégories de fonctionnaires aussi qui ont droit à un mobilier d'appartement que l'État doit leur acheter. Donc c'est d'abord le mobilier d'appartement. Ensuite, certaines catégories de mobilier de bureau. On a voulu démarrer par des bureaux que les artisans sont censés pouvoir fabriquer. Bureau ministre, le nom ne signifie pas que c'est pour les ministres, mais c'est une catégorie qu'on appelle comme ça. Bureau ministre sans ossature métallique, armoire d'arrangement, bibliothèque. Sur les 38 lots de l'appel d'offres, ils ont gagné les 20 lots. C'est en 2014 que le chef de l'État a demandé aux administrations de réserver au moins 15% de la commande publique aux entreprises artisanales. Au cours de cette année-là, la DMTA avait octroyé 12% de sa commande globale auprès des artisans, représentant une valeur de 163 millions de francs CFA. Donc, lorsqu'il a fait la déclaration en octobre, ça veut dire que les marchés étaient déjà passés. Donc, en 2015, nous sommes appropriés cette déclaration, puisque la DMTA étant la principale administration qui achète l'immobilier. Donc, le président qui fait cette déclaration, nous, on s'est dit que c'est à nous que le président s'adresse. Donc, au courant de l'année 2015, nous avons augmenté ce taux-là et nous l'avons amené à 21% de notre budget, représentant un montant de 263 millions de francs CFA. Maintenant, en fin 2015, nous avons réuni tous les artisans, tous les acteurs, pour dire aux artisans, voilà les obstacles qui vous empêchent peut-être d'avoir un dossier complet de marché pour être compétitif. Voilà les avantages. Donc, à la lumière de cet atelier, en 2016, les artisans sont venus en masse soumissionner au marché de la DMTA. Les artisans ont gagné des parts de marché de l'ordre de 800 millions de francs CFA. 800 millions de francs CFA, 45% du budget de la DMTA, directement dans les caisses des artisans, dont ceux de la SGA, qui regroupe une quarantaine de chefs d'entreprise. On a gagné dans un premier temps un marché de 200 armoires sur la commande publique, pour un montant de 18 à 20 millions de francs CFA. L'argent qu'on va générer de ce marché-là nous servira de beaucoup de choses. Et le marché-là aussi nous fera un coup intéressant sur la formation de nos jeunes apprentis et de nos compagnons, sur les techniques d'assemblage, les respects de délai. C'est la promotion du savoir-faire local. Cette entreprise a gagné un marché de 50 salons en cuir. Vraiment, nous avons artisans
Ils nous ont en plus facilité les procédures et les modalités. Par exemple, quelqu'un qui gagne un marché de 100 peut livrer par tranche de 30 et être payé à chaque livraison. Nous nous en réjouissons. Ces marchés, c'est vraiment ce qu'on attendait de l'État. Cet accompagnement et ces facilités sont les contours de notre économie sur une trajectoire compatible avec l'objectif d'émergence et d'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises par la création de richesses. Ainsi, l'année 2016 se termine sur de bonnes auspices, avec la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et une inflation maîtrisée, un déficit des finances publiques et de la balance des paiements en baisse vers les seuils communautaires fixés à l'horizon 2019 dans le cadre de la convergence des économies de l'UEMOA. Des résultats qui ont valu à ce département d'être classé deuxième ministère de l'économie et des finances le plus performant d'Afrique par le West Cape Strategy Group. Représente en réalité la reconnaissance par des professionnels de la synergie de plusieurs chaînes d'efforts conjoints et complémentaires dont le cabinet du ministre n'est qu'un animateur. Je vous exhorte à cultiver encore davantage cet effet de synergie à l'intérieur des services, mais aussi entre les différentes directions générales et les services rattachés. J'invite également nos partenaires sociaux, notamment les syndicats, à œuvrer dans la cohésion pour consolider davantage leur contribution qualitative à la marche du département. Cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux a également permis aux autorités d'élever au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion et de chevalier dans l'ordre du mérite des agents qui se sont distingués. C'est un sentiment de remerciement et de reconnaissance vis-à-vis du ministre de l'économie et des finances qui a bien voulu me proposer et du président de la République qui a accepté sa proposition. Et c'est aussi un sentiment de fierté pour cet honneur qui m'est fait, qui est fait à l'ancien fonctionnaire. Sentiment de légitime fierté, nous remercions le président de la République pour cette déclaration. Nous remercions également le ministre de l'économie et des finances pour nous l'avoir remise. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté et de recevoir cette forme de cette reconnaissance des plus hautes autorités, cette reconnaissance de la nation. Donc d'où toute la fierté et au-delà de ma personne, la fierté de toute la famille douanière. De hautes distinctions en signe d'encouragement et de reconnaissance à ces agents qui sans doute ont permis au ministère de l'économie, des finances et du plan de mener du mieux que possible l'économie nationale. 30 milliards de francs CFA, c'est ce que va coûter la baisse du prix de l'électricité, 10% annoncé par le président Macky Sall lors de son traditionnel message à la nation. Et pour mieux faire comprendre cette mesure, la commission de régulation du secteur de l'électricité a tenu un point de presse et annonce également le raccordement du monde rural au réseau de la Sénélec. Nafissatou Diouf. J'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité. Moins d'une semaine après l'adresse du chef de l'État, la commission de régulation du secteur de l'électricité a pris le taureau par les cornes. Après avoir entamé des discussions avec la Sénélec, elle a précisé les modalités de baisse des tarifs. La mise en œuvre de cette mesure nécessite l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire par la Sénélec et son approbation par la commission de régulation pour son entrée en vigueur. 2017 est certainement parti pour être une année déterminante pour les ménages ruraux. Des décisions importantes ont été prises pour assurer, mais aussi accélérer le raccordement de ces usagers non urbains au système. Dans le monde rural, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce qu'il y a pour la plupart sont facturés au forfait. Parce que compte tenu de la difficulté de mettre aujourd'hui des compteurs, ce que ça rapporte en termes de coûts, pour alléger, on a imaginé que dans le monde rural, mieux valait faire un forfait parce que pour la plupart, c'est des besoins pour l'éclairage, ce que ils ne consomment donc pas beaucoup. Et dans ce cadre-là également, la Commission a proposé au gouvernement, qui l'a accepté, de réduire de 25%. Ce comité technique national est chargé, entre autres, de suivre l'état des stocks des espèces des petits pélagiques, de promouvoir une gestion participative, de mettre en place des mesures d'autorégulation, de renforcer les capacités des pêcheurs sur la gestion de ces espèces et leurs responsabilités pour le respect de ces mesures.
La troisième réunion du comité consultatif régional pour une gestion durable des petits pélagiques est un cadre élargi d'échange et de partage. Les décisions prises dans cette instance sont aussitôt transmises à la base. Le port autonome de Dakar veut prendre à bras le corps l'épineux problème de la pollution qui sévit sur son plan d'eau. En partenariat avec le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime et celui de l'Environnement et du Développement durable, la Direction générale du port a initié un séminaire de 2 jours sur la problématique. Une charte est attendue après les travaux. Amélie Diop. Chaque jour, plus de 300 entreprises et 10 000 travailleurs participent aux activités portuaires. Ce dynamisme entraîne parfois une pollution du plan d'eau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le port autonome de Dakar a initié ce séminaire sur la gestion de la pollution et des déchets dans l'infrastructure portuaire. Il est pour nous urgent d'identifier clairement les différentes sources de cette pollution, quelle que soit son origine, endogène, exogène et anthropique, d'en évaluer son amplitude en vue de connaître l'importance et les niveaux des risques encourus. Et enfin, de proposer des solutions consensuelles par nature. 3 ateliers sur la pollution par les pondéreux, par les hydrocarbures et par les déchets solides et liquides ont réuni un panel d'experts. L'objectif, c'est aussi se conformer aux standards internationaux en matière de protection de l'environnement. Le Sénégal se doit de prendre les mesures idoines afin de lutter efficacement contre les effets des changements climatiques et contre la pollution marine à travers le renforcement de son arsenal juridique et institutionnel en vue d'assurer la sécurité et la protection des installations portuaires. Le port autonome de Dakar a déjà pris les devants et a prévu dans son budget de 2017 un financement pour la dépollution du plan d'eau. Mais à l'avenir, ce scénario doit être institutionnalisé à travers le principe du pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur est sorti. C'est-à-dire ceux qui polluent vont payer. Il n'est pas normal que des industries polluent et que ce soit la direction générale du port qui sort de son budget pour faire la dépollution. Mais présentement, quelque chose va être fait. On peut dire qu'on partira au temps zéro, les conditions initiales, le port s'occupera de ça. Mais dans l'avenir, tous ceux qui vont polluer sur le plan d'eau vont payer. Après ces 2 jours de travaux, la signature d'une charte de gestion durable de la pollution au niveau du port autonome de Dakar est prévue. Nous parlons du renouvellement des pièces d'identité nationale. C'est le grand rush dans les communes et les préfectures de Dakar pour s'inscrire. Les commissions mises en place essaient de s'organiser afin de respecter les taux d'enrôlement par jour. Les cartes actuelles sont valables jusqu'au 31 mars. C'est le reportage de Ney Aïdja. La machine roule à plein régime dans ce centre d'inscription pour le renouvellement des pièces d'identité. Ici, à la sous-préfecture de Dakar Plateau, on peut s'inscrire quel que soit son lieu de résidence. L'innovation cette année, c'est que l'inscription est quand même aujourd'hui une compétence nationale. Quelqu'un de Kédougou peut s'inscrire à Dakar Plateau, quelqu'un de Matam peut s'inscrire à Dakar Plateau, ce qui fait que souvent, Dakar Plateau, qui aujourd'hui recouvre l'essentiel des activités économiques donc, de Dakar et du pays en général, fait qu'effectivement, ceci a une incidence par rapport au rush